Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans notre quotidienne, le rendez-vous de 8h du lundi au vendredi où on parle des actus crypto et on fait le point sur le marché, un petit peu au niveau du BTC et de l'ensemble des cryptos idéalement. Alors, pour commencer un petit peu ce tour des actualités, on a quand même pas mal de choses qui se passent. Alors j'ai relevé uniquement un certain nombre de choses, en tout cas qui sont intéressantes pour l'écosystème. La première chose c'est Luna Foundation Guard, donc LFG, qui est justement une organisation à but non lucratif qui a pour vocation de développer l'écosystème justement de Terra. Ils ont levé 1 milliard de dollars avec justement une vente de Luna pour pouvoir justement développer l'écosystème de Luna et de Terra. Et ce qui est intéressant, c'est que on se retrouve vraiment dans une thématique où Terra a de plus en plus de supporters sur sa façon de fonctionner et je trouve ça excessivement intéressant. Donc ça, c'est une nouvelle qu'on peut retrouver sur Coindesk si vous voulez aller lire l'article en entier. Ensuite, toujours dans les levées de fonds, nous avons la startup Helium, donc qui a pour mission justement de développer, mission ambition en tout cas, de développer un réseau sans fil décentralisé, donc pour pouvoir justement décentraliser la notion d'accès à Internet. Ils ont levé 200 millions de dollars, donc c'est quelque chose quand même qui est excessivement intéressant. L'article du Journal du Coin qui vous permet justement de comprendre un petit peu pourquoi ils ont eu cette levée de fonds, et c'est très intéressant à savoir qu'Helium, je vais vous faire certainement ce week-end une vidéo dessus, parce que c'est un actif qui est excessivement intéressant, que je traîne depuis un certain temps, et qu'il faut impérativement que je le fasse. Autre petite news, ça c'est un peu de mon côté toujours, par rapport à Solana, nous avons Solana Pay qui passe à 8, en tout cas personnes qui utilisent, enfin 8 restaurants, 8 emplacements pardon, où on peut justement utiliser Solana Pay. Donc c'est intéressant de voir qu'on commence à avoir, même si c'est tout petit, mais en tout cas une application réelle des paiements à travers par exemple quelque chose qui est Solana, qui permet de mettre en place ça. En tout cas ça conforte le fait que c'est facile d'accès et en l'occurrence on va suivre un petit peu tout ça, voir comment ça peut se passer par la suite. Voilà, c'est tout un petit peu pour cette partie news. Juste pour noter quelque chose, c'est que pourquoi j'ai choisi ça, ces nouvelles-là. Déjà, de base, je choisis les nouvelles parce qu'il y en a quand même beaucoup. Celles que je vais vous présenter, j'essaie de les faire excessivement concises. Mais pourquoi je les ai choisies, celles-là? Parce qu'en l'occurrence, on se retrouve dans un marché qui est en indécision, un marché financier où on voit que les contrats internes et la liquidité manquent sur ce marché des crypto-monnaies, où on est en correction. Alors, il y en a certains qui disent en bear market, mais absolument pas. Bref, on est en correction. Et certes une correction sévère, voire même très sévère, mais on est en correction. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que certes, on n'a pas les capitaux qui viennent sur le marché financier, mais on a les capitaux qui arrivent dans l'évolution de la technologie. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment essentiel. C'est que ça ne reflète pas le market cap ici, par exemple, pour ça que je suis dessus, le total market cap des crypto-monnaies ne reflète pas justement les levées de fonds qui ont pu être faites, par exemple, à travers la Luna Foundation Guard. On a plein de choses, en fait, qui rentrent en compte et qu'on ne compte pas dedans parce que l'écosystème est en cours de croissance et la technologie est en cours de développement et on voit des investissements dans la technologie et pas forcément dans les marchés financiers liés à cette technologie là, et c'est ça qui est important de faire la dissociation, et c'était le but de ces news pour vous montrer que globalement l'écosystème est toujours en train de croître malgré le fait qu'on soit en correction, malgré le fait qu'il y ait des liquidités sur les marchés financiers qui n'entrent pas. C'est pas grave, le marché en lui-même est en croissance et les développeurs, les ingénieurs, les équipes, les staffs qui sont derrière ces beaux projets continuent à bosser, continuent à faire croître, à créer de nouvelles fonctionnalités, à lever des fonds pour pouvoir le faire, et je trouve ça excessivement intéressant. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va passer maintenant à la partie technique. On va alléger un petit peu le graphique. Donc petit rappel où on en est, nous sommes actuellement dans une vague 4 parce que nous avons une structure de Fibonacci qui est en train de se mettre en place avec une vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021 et nous sommes dans la vague 4 avec A, B, C
un B avec extension, donc on attend potentiellement un C avec extension, et le A est égal à C à l'heure actuelle, donc on pourrait avoir une schématique de fin de la 4 qui s'est effectuée le 25 janvier 2022, avec une reprise vers une vague 5 qui pourrait se faire, qui sera validée uniquement si on a une validation des 52 000 à l'heure actuelle. Tant que nous ne sommes pas dans cette schématique-là, nous sommes toujours en correction, tant que nous n'avons pas cassé cette barre-là, une correction qui est en 1, 2, 3, 4, et nous sommes dans la 5e partie pour aller chercher potentiellement la barre des 29 000, voire 26 000, 25 000, étant donné que nous avons un gap ici qui est intéressant, et une pause de liquidité très intéressante qui se trouve en bas, pour pouvoir valider justement une schématique d'Elliott de fin de 24 pour pouvoir repartir sur une vague 5 bullish. Voilà un petit peu la schématique que l'on peut retrouver là-dessus. Je vous ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs avec les différentes schématiques que l'on peut avoir en tête, avec les différents signaux pour savoir laquelle prédomine. Voilà. Pour moi, tant qu'on n'a pas cassé les 52 000, on reste dans la schématique que l'on a actuelle et dans le plan que l'on a nous-mêmes. Alors, avant d'attaquer l'analyse en lower time frame, on va peut-être faire un petit tour rapidement sur l'Open Interest. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé plein de choses sur Open Interest. Ça fait un certain temps que je voulais vous faire une analyse un peu plus poussée de choses que j'effectue, mais bon, je veux pas forcément faire des vidéos de 50 minutes, donc j'essaie de diluer au fur et à mesure pour voir. Donc vous savez que je vous fais un petit suivi sur l'Open Interest by Strike, avec notamment le Max Win Price pour voir les évolutions que l'on va avoir et voir un petit peu où on en est. C'est intéressant de pouvoir justement suivre ça parce que ça aide notamment à comprendre un petit peu où on en est et comment ça se passe par rapport aux différentes options qui sont ouvertes. C'est quoi exactement le Max Win Price ? Le Max Win Price, c'est l'endroit, le prix qui contrariera le plus de personnes possible. Donc c'est-à-dire qui fera perdre de l'argent au plus de monde possible et donc qui favorisera aussi les market makers. D'accord ? Donc globalement, on voit que là on a un Max Win Price qui au début était à 42 000 donc pour le 25 février, donc ce vendredi-là avec quand même, on avait à l'époque 1,6 milliard, on avait 42 000 de Max Win Price, on avance un petit peu dans le temps, on voit qu'on a 41 000 et on voit qu'on a augmenté un tout petit peu ici en passant 1,8 milliard. Et en l'occurrence, on voit qu'aujourd'hui, nous sommes à 40 000 avec quasiment 2 milliards qui a été mis. Donc du coup, le Max Win Price diminue parce que tout simplement, les personnes vont couvrir justement leur position. Et on se retrouve avec un Max Win Price qui va diminuer au fur et à mesure. Alors, il est noté que, d'ordre général, on a tendance à avoir un Max Win Price le prix en tout cas qui se rapproche du Max Win Price de façon à pouvoir contrarier le plus de personnes possible. Néanmoins, il est important de savoir que la volumétrie ici, bien qu'elle vous paraît grande, est quand même assez faible, et de base, il est possible qu'on se retrouve sur quelque chose qui est soit en dessous, soit au-dessus, donc on contrariera peut-être 80-90% des Open Interest by Strike, mais en l'occurrence, peut-être le reste du marché va être plus intéressant pour pouvoir faire le mouvement, et donc ça peut être intéressant de, en tout cas, contrarier 70% sur de l'Open Interest, mais par contre, aller faire une liquidation de poche de liquidité, ou une récupération de poche de liquidité, ça va être plus intéressant pour le marché en général. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix ira là où c'est le plus intéressant pour les market makers. Voilà. Alors, on parle d'Open Interest. Moi je vais vous proposer une petite analyse, alors c'est quelque chose que je fais assez régulièrement pour moi, c'est la première fois que je vais vous le présenter, pour comprendre un petit peu la schématique que l'on peut avoir. Alors, ça c'est un petit graphique qui représente en haut le prix, donc tout simplement du BTC sur Binance. Nous avons ici le ratio de l'Open Interest par rapport à la totalité du market cap, donc globalement, quel est le ratio que l'on a d'Open Interest sur l'ensemble du marché, donc ça nous permet de voir à quel point la mule est chargée sur les personnes, et ici on voit justement le nombre de Bitcoin tout simplement qui sont, en tout cas la volumétrie qui sont au niveau de l'Open Interest. Donc ça permet de voir ici le ratio, là tout simplement la volumétrie classique, et ici la mettre en corrélation avec le prix. Alors les premières choses que je voulais vous montrer, c'est que on voit que quand on a en fait un dip,
généralement, l'open interest se retrouve assez bas. Donc le ratio par rapport à la totalité du market cap. Pareil ici, on voit qu'on se retrouve sur quelque chose qui est assez bas. Pareil ici, on se retrouve donc sur une correction, on a quelque chose qui redescend. On a quelque chose ici qui s'est effectué, pareil, on est redescendu ici, on est redescendu là. Et suite à ça, on a toujours une phase de correction, on a une phase de progression au niveau du prix qui s'effectue pour pouvoir justement recharger, redonner confiance à la totalité du marché. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on est quand même sur des points qui sont quand même beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'ici, on avait un ratio qui était assez bas, et pourtant, on est descendu beaucoup plus bas, mais on voit que on a eu très peu d'impact sur l'open interest qui s'est effectué. Ça sous-entend principalement que le train est encore chargé, que il va falloir faire attention. Ça, c'est aussi un signal qui veut dire que potentiellement, on n'est pas encore dans un setup parfait pour pouvoir refaire une augmentation forte qui va se faire. Et ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont placés ici, là, parce qu'on voit qu'on a une grosse phase de liquidation. On est descendu donc dans les alentours de 40 000 et on est repassé à 80 000, plus que le top quand on est en haut. Donc du coup, quand on était dans le sommet qui se trouvait ici, on était dans les 60 000, 70 000, on approchait les 70 000, alors que là, on est quasiment dans les 80 000, au-dessus de la barre 70 000, donc même si on est sur une phase de régression, mais c'est quelque chose où on stagne en hauteur, et donc du coup, on a des personnes qui sont encore énormément en position, avec potentiellement des paliers de liquidation qui sont plus bas. Et ça, c'est important de le noter, ça veut dire principalement qu'on a encore une grosse marge de descente, et là on se retrouve sur un train qui globalement est encore chargé, avec un niveau qui a été jamais aussi haut à l'heure actuelle, et donc globalement un prix qui est quand même encore assez bas. Donc du coup on peut se poser la question, est-ce qu'on va aller chercher ces potentielles liquidations là pour pouvoir aller justement redescendre le ratio sur un niveau de 1,4 tout simplement, et ici redescendre potentiellement sur un niveau de 40 000, et donc ça sous-entendrait qu'on ait une schématique de descente par rapport à ce que je vous présente. C'est quelque chose qui renforce encore le biais baissier que j'ai, en tout cas la schématique que j'ai. De toute façon, vous savez bien que si on ne casse pas les 52 000 par le haut avec une belle bougie, je considère que malheureusement, on est toujours dans une correction qui est en train de se faire. Et donc ça, c'est important de suivre parce que c'est des indicateurs qui vous permettent de pouvoir voir un petit peu où on en est sur ça. Alors, on va attaquer le lower time frame. Une fois qu'on aura fini le lower time frame, nous allons faire un tour sur les indices parce qu'il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer et il est important de pouvoir le suivre. Alors globalement, je vous avais expliqué hier que suite à l'ouverture du marché américain, on pouvait avoir de la volatilité. Bon, en l'occurrence, on voit qu'on a eu une petite volatilité, mais qui a été toute légère, avec ici une poussée qui s'est effectuée. Mais voilà, on est sur quelque chose qui est modéré, qui est travaillé. Et donc du coup, en l'occurrence, on voit qu'on n'a pas marqué quelque chose de très fort. On a eu quelque chose qui a été assez timide dans cette poussée qui s'est effectuée, et je trouve ça intéressant parce qu'en l'occurrence, ça sous-entend qu'il y a une incertitude. Il y a une incertitude très forte, et donc ça me rassure sur l'état général du marché des cryptos, parce qu'en l'occurrence, si on a une incertitude qui se fait comme ça sous-entend que principalement rien n'est joué et qu'on pourra avoir en effet des mouvements la semaine prochaine, mais globalement on a quand même encore une notion de confiance qui est quand même assez forte, malgré le fait qu'on est dans la peur et on est toujours dans un niveau assez bas, mais donc du coup il n'y a pas eu cette liquidation massive qui s'est effectuée avec justement une réouverture, une grosse volatilité, et donc du coup un entraînement du prix vers le bas, et donc du coup ça rassure un petit peu sur la schématique. Par contre, ça veut dire aussi que on n'est plus dans le sentimental. Donc ça veut dire que tous les mouvements qui vont arriver par la suite vont être des mouvements qui vont être travaillés et donc qui vont être voulus. Et ça, c'est très important de pouvoir le comprendre et le suivre. Alors, un petit peu ce qui s'est passé hier, on voit que en l'occurrence, on est allé monter, on est allé chercher, notamment par rapport à cette descente-là, un niveau très important qui est le 618, un niveau de retracement fort. Donc pour moi, tant que là, on n'a pas invalidé en lower time frame, en tout cas, on n'a pas fait ici un break of structure de cette partie-là, donc des 39 600,
pour moi, ici, on est juste dans une correction pour pouvoir redescendre derrière. Hein. Et une redescente, d'ailleurs, je n'ai pas regardé, on va le regarder ensemble. Une correction qui nous amènerait, attention, tac. Donc, dans un premier palier à 35 000, une prolongation qui se trouverait à 34, une prolongation à 30. Ok. Donc, en l'occurrence, ça veut dire qu'on pourrait aller checker le niveau du 786 que je vous avais dit la dernière fois, avec une prolongation simple par rapport à ça. Alors, on n'oublie pas qu'on a l'open price, le max pain, pardon, qui arrive vendredi, donc on garde ça en tête. Alors, le prix a le temps de bouger, hein, on est bien d'accord entre-temps, on a le temps largement d'aller descendre, faire ici un rebond, remonter à 40 000, valider le max pain price et ensuite chuter ou repartir à la hausse, hein, peu importe, mais globalement, on a le temps de faire ces mouvements-là avec la volatilité du BTC. Faut avoir conscience que les mouvements sont très rapides et qu'on peut vraiment faire très fort par rapport à ça. Donc là, la schématique pour moi reste toujours dans une continuité de baisse. Le niveau important est justement les 35 000, on va y arriver, les 35 750 à peu près, qui est un niveau important pour moi par rapport à ça. De toute façon, là, on voit qu'on a respecté quand même pas mal de choses au niveau de Fibonacci. On a respecté le premier niveau du niveau 2, on est arrivé, on l'a touché. On a ici touché le 1,618. Ensuite, on va passer au prochain niveau. Donc, globalement, le niveau suivant, c'est les 35 000. Et ensuite, les 33 600. Donc, globalement, tant que cette prolongation de tendance baissière se fait et qu'on n'a pas de cassure franche, bon, bah, en l'occurrence, on va continuer à baisser par rapport à ça. Voilà. Pour moi, le niveau à retenir, c'est le niveau que je vous ai donné, avec un palier qui est fort, qui est le niveau de 40 000, où en effet, on a quand même des poches de liquidité qui se trouvent fortes. On a ici une liquidité qu'on a recréée ici, très forte au niveau de 39 500, et on a 40 350 et 41 000, qui sont des poches de liquidité fortes sur lesquelles on pourrait avoir des mèches pour aller chercher justement des liquidations et ensuite redescendre par rapport à ça et créer en fait tout simplement de la volatilité et du mouvement à travers justement ces liquidations qui vont être effectuées. Alors autre élément, alors, je crois que c'est par ici que j'avais posté justement sur sur le Discord, donc par rapport à cette chute qui a été effectuée, j'ai juste fait deux retracements de Fibonacci. Le premier qui est un retracement de ce niveau, tout simplement sur cette partie de descente qui s'est effectuée, d'accord ? Donc ça permet d'avoir un premier niveau sur cette chute qui s'est faite, et le deuxième qui est sur la totalité de cette première impulsion baissière qui s'est effectuée. Et on voit qu'on a travaillé des niveaux, on avait une concordance de niveaux qui était forte, donc sur le 618 de cette chute, plus la prolongation qui se trouve à, enfin la chute de la deuxième partie qui se trouve à 236, on voit qu'on a bien travaillé cette zone-là, qui est importante. Et donc du coup, là, on n'a pas de schématique de retournement, on est toujours dans une tendance de chute par rapport à ça, donc moi j'ai pas d'invalidation. Et on voit quand même qu'on a encore un renforcement de cette idéologie d'un possible retour dans les 40 000, avec un 0,5 qui est à 40 500, et derrière un 382 qui est à 39 625. Donc du coup on a des vecteurs clés, des niveaux clés qui nous disent que potentiellement on pourrait avoir des retours pour travailler ces zones-là, pour ensuite redescendre et faire potentiellement des plus bas tant qu'on casse pas de toute façon la barre fatidique des 52 000. Alors, on va passer maintenant aux indices parce qu'il y a des choses très très importantes à voir. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois des indices. Mais globalement, ici, on a commencé marqué, on a pris la liquidité de cette zone-là, je vous ai dit qu'en l'occurrence on allait le faire, qu'il y a les prochaines liquidités qui sont plus basses, avec notamment une extension de Fibonacci qui nous montre que le 2,618 se trouve à 13 384, donc un order block qui se trouve là, et on est en train, globalement, là on peut très vite avoir une accélération baissière. Pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence, on a une schématique d'Ishimoku qui est en train de se mettre en place. Là, on est full open sur, en tout cas, une chute au niveau de d'Ishimoku. Là, on est libre, on est libre, on est libre. Donc là, on peut se retrouver très simplement avec quelque chose qui se valide très fortement. À savoir qu'on a un signal, nous, de notre côté, au niveau des liquidités basses, on a une schématique qui nous montre une descente, on a derrière une extension de Fibonacci qui nous montre une descente, on a Ishimoku qui nous montre que potentiellement on peut avoir une chute, et même les chartistes verraient directement
une tête-épaule, justement, qui pourrait se faire Donc globalement, là, on est en train de travailler la ligne de coup. Hein. Donc en fonction de la cassure, on pourra avoir une validation Ishimoku, suivie une validation des chartistes, suivie après, forcément, par une prise de liquidité par rapport à nous. On va continuer avec le SPX, voir un petit peu où on en est, et on voit à peu près une même schématique. Et globalement, c'était un petit peu l'idée que je voulais vous montrer, le SP500, où on voit qu'aussi on a une schématique qui est en train de se faire. Une schématique sur laquelle on a une indication chartiste, pareil, travail de ligne de coup, où on pourrait se retrouver avec une schématique baissière. Un Ishimoku qui, pareil, nous montre une belle ouverture avec ici de la liberté ici, et une indication d'inversion de tendance qui est en train de se faire, avec une libération qui se fait totalement. Globalement, quand on doit comparer quelque chose où ici on avait aussi une mise en place de tendance baissière qui était en train de se faire, on n'avait pas de libération. Alors que là, on est vraiment dans une schématique de libération, donc sur lequel on peut retrouver quelque chose qui va être baissier. Donc là, on commence à voir sur les différentes méthodologies de trading des ouvertures de short qui sont en train de se faire, et on a quand même une indication potentielle d'une casse qui peut se faire. Alors je parle bien qui peut se faire parce qu'il est évident que, en l'occurrence, quand on voit ça, on doit bien garder en tête que c'est uniquement si on a une validation de chute qui se fait. D'accord. Donc pour l'instant, on a des signes nous montrant que on a une entrée potentielle sur l'Ishimoku, on a du chartisme qui est en train de se faire, on a des liquidités basses à aller prendre avec des impulsions baissières qui sont en train de se faire, avec justement des indications qui sont en train de se mettre en place. Donc là, il y a cette première prolongation qui nous donne une première information, et il y a la plus grosse prolongation qui nous donne une autre information, où on peut retrouver le SSP, en tout cas, le SP500 à 4000. Pourquoi pas. Donc avec une prise de liquidité de cette zone-là, très forte, on comblerait justement en plus ici cette zone-là parfaite. Donc du coup, on pourrait en effet avoir une indication de prix d'une chute potentielle des indices, et donc ça veut dire aussi sur le marché crypto quelque chose qui pourrait entraîner une chute assez forte du BTC, donc entraîner la sphère crypto, et donc pourrait être dans ces concordances. Là, malheureusement, on n'a pas forcément d'indication de reprise, on n'a pas de schématique de reprise qui se met en place sur les marchés financiers, et malheureusement, ce n'est pas le cas sur aussi le BTC. J'ai eu des commentaires qui sont posés justement sur le BTC en me disant moi ici, alors hop, on va aller prendre quelque chose qui est peut-être un peu plus vide, où j'ai eu des commentaires en me disant là, moi en tout cas, je vois un double bottom. Ok. Ok, donc alors je vois un double bottom. Alors peut-être qu'il est en train de se former, mais à ce moment-là, cette partie-là, elle n'est pas encore faite. Hein. D'accord. Ou sinon, je vois un double bottom comme ça. Bon, bah en l'occurrence, on est bien d'accord, ça c'est pas un double bottom. Donc, c'est bien de vouloir voir ce que l'on souhaite voir, mais il est important de savoir que il faut surtout analyser et se remettre en question par rapport à la schématique, et se dire, ok, bah, quelles sont les possibles avancées du prix, pourquoi le prix irait là, quel est l'intérêt justement des market makers à aller plus haut, à aller plus bas, et regarder est-ce que c'est cohérent ou pas. C'est pas parce que on a pris ici, on est holder malgré soi parce qu'on a acheté du BTC à 60 000, et que là on est à 40 000, et qu'on se dit ah, forcément ça va remonter. Ça sert à rien de se rassurer, il faut être justement factuel et se dire ok, quelles sont les schématiques que l'on peut avoir, pourquoi, et justement remettre en question la stratégie qu'on a régulièrement par rapport à l'évolution du prix. Et voilà, est-ce qu'on est dans une confirmation, est-ce qu'on est dans une affirmation, quels sont les éléments surtout qui vous disent voilà, si je passe ce niveau-là, c'est que ma stratégie elle est plus bonne. Ok, c'est que du coup le prix n'est pas allé dans l'hypothèse que j'avais, et voilà, c'est ce que je vous explique notamment avec les 52 000. Et globalement, il faut avoir pour chacune de ces stratégies, chacune de ces hypothèses, des phases de validation et des phases d'invalidation pour pouvoir justement se remettre en question et réagir rapidement, et ne pas aller justement dans un biais psychologique où on se dit ok, toute information qui est différente de mon hypothèse est forcément fausse. Là, la seule chose que vous allez vous faire tout simplement, c'est vous tirer une balle dans le pied et perdre la totalité de votre capital. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.